Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous révéler un secret bien caché. Un secret bien caché au sujet du Conseil constitutionnel. Ah bon, c'est une vidéo un petit peu improvisée, je n'ai même pas encore mis mon nœud papillon d'ailleurs, hein. La semaine dernière, dans ma vidéo, je vous parlais de la loi du plomb. Vous savez, cette loi qui a beaucoup fait parler d'elle cet été, parce qu'elle a été très médiatisée, notamment par une pétition qui a été largement été signée par les Françaises et les Français. Finalement, cette loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel avant d'être promulguée par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit vlog pour répondre à certaines de vos interrogations. Mais je voudrais aussi en profiter pour corriger quelques dingueries juridiques que j'entends ici ou là au sujet de cette décision du Conseil constitutionnel. Alors cette vidéo, c'est plutôt un vlog qu'une vidéo à proprement parler. Donc il ne va pas y avoir de montage, contrairement aux vidéos que je fais d'habitude sur Vous avez le droit. Il y aura peut-être quelques coupes par-ci, par-là. Il n'y aura pas non plus d'intervention de tricotine. De toute façon, elle doit être en train de dormir au fond de son jardin. Alors je voudrais commencer par vous parler de quelques imprécisions qui courent au sujet de la promulgation de la loi par Emmanuel Macron, avant d'en arriver au cœur du sujet, la décision du Conseil constitutionnel. Et ce que je vais vous dire à ce sujet, eh bien, ça va peut-être vous surprendre. Tout d'abord, il a été reproché à Macron d'avoir promulgué cette loi malgré l'opposition populaire. L'opposition populaire qui s'est exprimée par le biais de la pétition dont je vous ai parlé la semaine dernière. Le lien, je vais le mettre ici quelque part. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que la promulgation et ce que ce n'est pas. La promulgation de la loi, c'est la signature par le président de la République. Juridiquement, cette signature a pour fonction d'assurer que le texte en question est conforme au vote du Parlement et qu'il peut être publié au journal officiel, maintenant Légifrance. Mais le président de la République n'a pas le pouvoir de refuser de promulguer. En droit, c'est ce qu'on appelle une compétence liée. Le président a l'obligation de signer, ce n'est pas un choix de sa part. La question s'était posée, parce que j'étais encore étudiant en droit, c'est vous dire, il y a longtemps. Je crois que c'était sous la première cohabitation. Mitterrand avait envisagé de refuser de promulguer une loi, je ne sais plus laquelle, une loi qui avait été votée par la majorité de droite, mais l'Élysée avait demandé l'avis des constitutionnalistes de l'époque, qui avaient été consultés, et le consensus était qu'ils ne pouvaient pas refuser de promulguer. Et aujourd'hui, il n'y a plus de contestation sur ce point. La promulgation, eh bien, ce n'est pas un droit de veto, et on ne peut donc pas reprocher à Macron d'avoir promulgué la loi du plomb malgré les résultats de la pétition. La seule chose qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo de la semaine dernière, c'est de ne pas avoir saisi l'occasion de la pétition hostile à la loi du plomb, qui, pour la première fois sous la Ve République, a recueilli plus de 2 millions de signatures. Le président de la République avait la possibilité de demander au Parlement de réexaminer ce texte. Et ça aurait relancé la procédure parlementaire avec un nouvel examen de la loi par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat. Alors Macron ne l'a pas fait. Je pense qu'il est encore passé à côté d'une belle occasion de montrer que les citoyens, les citoyennes avaient parfois aussi un rôle à jouer, en plus d'élire nos dirigeants. Il ne l'a pas fait, mais il n'avait en aucun cas l'obligation de le faire. Et puis, il faut bien avouer que ce recours à cette procédure de demande de nouvelles délibérations, ça a été rarement utilisé depuis les débuts de la Ve République en 1958. Mais ceci dit, c'était peut-être l'occasion ou jamais que ça change. Mais bon, Macron est passé à côté de cette occasion. Bon, là c'est un truc un petit peu secondaire, mais j'ai quand même décidé de vous en parler quand même, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension à ce sujet, vu toutes les erreurs que je lis par-ci par-là. Mais ce dont je veux surtout vous parler aujourd'hui dans ce vlog, eh bien, c'est de la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi du plomb. Et plus précisément, ce dont je veux vous parler, c'est des critiques qui ont été adressées au Conseil constitutionnel dans cette affaire. En fait, en gros, à chaque décision du Conseil, ou tout au moins les décisions les plus importantes, quand une loi a été médiatisée, eh bien, on entend à chaque fois les mêmes arguments.
Et ceci, quel que soit d'ailleurs le bord politique des gens qui ne sont pas contents de cette décision. Et c'est à ça que je veux réagir, quitte à vous surprendre. Première chose, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute lecture politique des décisions du Conseil constitutionnel est fausse par définition. Je répète, je leur dirai d'ailleurs plusieurs fois dans cette vidéo, toute lecture politique des décisions du Conseil constitutionnel est fausse par définition. C'est faux parce que le Conseil constitutionnel, eh bien, il n'est pas là pour faire de la politique. Il est là pour faire du droit. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans ce vlog. Et d'ailleurs, ce que je vous dis aujourd'hui au sujet de la décision concernant la loi du plomb, eh bien, c'est valable pour toutes les décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il n'est pas là pour dire si une loi est une bonne loi ou si c'est une mauvaise loi. Il est là pour dire si la loi est conforme à la Constitution ou si elle ne l'est pas. Et le fait qu'on soit d'accord avec le contenu d'une loi ou pas, eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'elle soit constitutionnelle ou qu'elle ne le soit pas. Ce sont deux choses mais qui sont complètement différentes. Dire d'une loi qu'elle est bonne ou dire qu'elle est mauvaise, eh bien, c'est une appréciation politique des choses, ce n'est pas une appréciation juridique. Ce n'est pas une appréciation sur la constitutionnalité de la loi. Et ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel de donner son avis sur la qualité de la loi. La qualité de la loi, sa portée politique, ou au contraire le fait qu'elle soit inefficace, inutile, voire nuisible, eh bien le Conseil constitutionnel, il n'est pas là pour le dire. Dire ça, c'est le boulot du Parlement, ce n'est pas celui du Conseil constitutionnel. Il y a d'ailleurs une procédure pour discuter de ça. Ça s'appelle la procédure législative, le vote de la loi par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ce n'est pas le rôle du Conseil. Je vais même encore aller plus loin. Imaginez que les 9 membres du Conseil constitutionnel soient personnellement opposés à une loi. Eh bien, si cette loi est conforme à la Constitution, ils n'auront pas d'autre choix que de rejeter le recours qui a été formé contre elle. Et l'inverse est évidemment vrai, bien sûr. Une bonne loi, eh bien, ce n'est pas forcément une loi constitutionnelle. Et une mauvaise loi, ce n'est pas forcément une loi qui est contraire à la Constitution. Le fait de ne pas être d'accord avec la loi n'est pas un motif de censure. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre l'opportunité de faire une loi et la constitutionnalité de celle-ci. Quand le Conseil dit que la loi est conforme à la Constitution, ça ne veut pas dire qu'il l'approuve, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec la loi, ce n'est pas son rôle. Et celles et ceux qui vous disent le contraire, eh bien, soit ils vous mentent, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et dans les deux cas, eh bien, ils ne contribuent pas à nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre état de droit et de nos institutions. Le rôle du Conseil constitutionnel, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est de vérifier que la loi est conforme à la Constitution. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel est une véritable juridiction et que ce n'est pas un organe politique. D'ailleurs, le Conseil a toujours fait très attention à ne pas substituer son appréciation à celle du Parlement. On a plus de 50 ans de décisions et de jurisprudence du Conseil pour vérifier ça. Et ça, eh bien, ça montre une certaine cohérence, une certaine logique dans la jurisprudence du Conseil. Et ceci indépendamment des idées politiques de ses membres successifs. Pour résumer tout ça, comme je le disais tout à l'heure, toute lecture politique des décisions du Conseil constitutionnel est fausse par définition. Et pourtant, à chaque décision constitutionnelle un petit peu médiatisée, eh bien, on va retrouver exactement les mêmes arguments. Qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, eh bien, les mécontents du jour vont toujours nous dire exactement la même chose. Ils vont commencer par nous rappeler comment sont désignés les membres du Conseil, avant d'en déduire qu'ils ne sont pas indépendants. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Pour rappel, le Conseil constitutionnel est composé de 9 conseillers ou conseillères, et l'un d'entre eux est le président. Il y a 3 conseillers qui sont désignés par le président de la République, dont le président du Conseil, 3 qui sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et 3 qui sont désignés par le président du Sénat. Alors,
certains et certaines veulent en déduire que parce que les conseillers et les conseillères sont désignés par ces politiques, ça aurait pour conséquence que le Conseil constitutionnel serait à la mode du pouvoir. Donc il rendrait des décisions qui seraient politiques. Eh bien ça, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai pour plusieurs raisons. Plusieurs choses sont justement faites pour assurer l'indépendance des membres du Conseil. Tout d'abord, ces membres sont désignés pour 9 ans. Et en plus, ils ne sont pas renouvelables. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à attendre du pouvoir qui les a désignés, ce qui facilite leur indépendance. Et en plus, ils sont inamovibles, c'est-à-dire que rien ni personne ne peut les forcer à partir. L'indépendance, c'est un état d'esprit. Mais quand en plus tout est fait matériellement pour aider les gens à être indépendants, eh bien c'est encore mieux. Ça permet à ce devoir d'ingratitude des membres du Conseil envers les autorités qui les ont nommés de s'exercer pleinement. Cette expression n'est pas de moi, elle est superbe. C'est une expression qui est de Robert Badinter. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, et avant de passer à la suite, le Conseil constitutionnel est une véritable juridiction indépendante par une instance politique. Donc, toute lecture politique des décisions du Conseil est forcément fausse par définition. Mais au fait, avant de parler de ça, j'aurais peut-être d'ailleurs dû commencer par ça, mais ça sert à quoi de vérifier que la loi est conforme à la Constitution? Qu'est-ce que ça changerait si le Conseil constitutionnel n'existait pas, si le contrôle constitutionnel n'existait pas, et qu'on pouvait faire une loi qui serait contraire à la Constitution? Eh bien, le Conseil constitutionnel est là pour empêcher le législateur de porter atteinte à nos droits et à nos libertés. Tout pouvoir est naturellement porté à abuser de son propre pouvoir. Et le pouvoir législatif ne fait pas exception à cette règle. Et c'est justement pour empêcher ce risque d'abus de pouvoir du législatif, eh bien en face, il faut un contre-pouvoir. Et ce, d'autant plus qu'il arrive souvent que le législatif et l'exécutif soient du même bord politique, et qu'ensemble, eh bien, ils pourraient adopter des lois qui porteraient des atteintes graves à nos droits et à nos libertés. Eh bien, ce contre-pouvoir, c'est la possibilité pour une instance indépendante, d'annuler une loi qui serait contraire à nos principes fondamentaux. Et en France, eh bien, c'est le rôle du Conseil constitutionnel. Et en faisant ça, en opérant ce contrôle, eh bien, le Conseil constitutionnel ne fait pas de la politique. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat. En annulant une loi portant atteinte à nos droits et à nos libertés, le Conseil constitutionnel ne gouverne pas. Il n'empêche pas les élus de gouverner. Il les empêche seulement de profiter de leur position de pouvoir pour porter atteinte à nos droits. Et c'est en ça que l'existence du Conseil constitutionnel, c'est quelque chose d'essentiel au respect de nos libertés. Et c'est pourquoi il ne faut surtout pas limiter les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Et à plus forte raison, supprimer le Conseil constitutionnel, comme certains et certaines le proposent. Il faut au contraire renforcer les pouvoirs de ce Conseil. Vous connaissez forcément cette vieille phrase, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Eh bien, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est aussi simple que ça. La liberté de l'automobiliste s'arrête là où commence le code de la route, de même que la liberté de l'employeur s'arrête là où commence le code du travail. Eh bien, la liberté du législateur s'arrête là où commence la Constitution. Alors, est-ce à dire pour autant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et que tout est parfait concernant le Conseil constitutionnel et qu'il n'y a absolument rien à améliorer? Mais évidemment non. Évidemment non. Le Conseil constitutionnel est, avec la Cour de cassation et le Conseil d'État, l'une des 3 plus hautes juridictions de notre pays. La Cour de cassation va juger de l'application de la loi aux affaires privées, le Conseil d'État juge de l'application de la loi dans le secteur public, je schématise, et le Conseil constitutionnel, quant à lui, il est en quelque sorte au-dessus de ces 2 autres juridictions, puisqu'il juge carrément de la conformité de la loi sur les 2 autres qui sont chargés de l'appliquer. Mais paradoxalement, le Conseil constitutionnel est la plus fragile de ces 3 juridictions, à cause de toutes les raisons que je vous ai données tout à l'heure. À cause du mode de nomination des membres du Conseil, ça jette un doute sur leur impartialité. On a aussi des doutes sur leurs compétences, on les suspecte de prendre des décisions politiques, même si on a déjà vu que c'était faux.
À cause du fait qu'on doute des compétences juridiques des membres du Conseil, et à cause de tout ça, eh bien, on a l'impression que le Conseil ne fait pas du droit, mais qu'il fait de la politique. Ça me rappelle un adage qu'aiment à répéter les juristes anglo-saxons: Justice not only be done, it must also be seen to be done, ce qui se traduit par il ne suffit pas que la justice soit rendue, encore faut-il qu'elle apparaisse comme ayant été rendue. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de renforcer la crédibilité du Conseil constitutionnel en tentant de corriger ses défauts. Alors vous allez me demander comment? Quelles sont les pistes d'amélioration de la légitimité du Conseil constitutionnel? Bien, tout d'abord, je pense qu'il faudrait réformer le mode de désignation de ses membres. Et ça passerait par une réforme constitutionnelle. Ils sont aujourd'hui désignés par 3 instances, qui sont toutes les 3 des instances politiques: président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit. Alors, comment pourrait-on réformer ça? Eh bien, il a par exemple été proposé qu'à l'avenir, les membres du Conseil soient désignés directement par le Conseil d'État, par la Cour de cassation et par la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'ils seraient désignés par des magistrats et non plus par des politiques. Des magistrats qui sont par définition plus éloignés des considérations politiques. Ça renforcerait à l'évidence le prestige de l'autorité du Conseil et probablement que ça contribuerait aussi à renforcer la compétence juridique des membres du Conseil. Parce qu'aujourd'hui, aussi surprenant cela puisse-t-il vous paraître, rien ni personne n'impose de désigner comme conseillers des gens ayant une quelconque compétence juridique. Alors, attention, il faut que je vous dise 2 choses importantes à ce sujet-là. La première, c'est que le Conseil constitutionnel possède un service juridique interne et que ce service juridique est d'une très grande compétence. Il est là pour préparer les dossiers, aider les conseillers dans leurs décisions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, sur 9 conseillers, il y a quand même 6 juristes. J'ai vérifié tout à l'heure, avant de commencer à tourner ce vlog. Il y a 2 avocats, il y a 2 magistrats administratifs et il y a 2 magistrats judiciaires. 6 sur 9. Donc ce reproche de manque de compétences juridiques des membres du Conseil doit être largement relativisé. J'ajoute d'ailleurs une dernière chose. Il n'est pas inutile qu'il y ait également d'anciens politiques qui soient membres du Conseil constitutionnel. Alors pourquoi c'est curieux qu'un juriste comme moi dise cela? Eh bien, parce qu'il y a certaines compétences qui échappent aux juristes. Et je pense notamment au recours portant sur la loi de finances. La loi de finances, c'est quelque chose de très obscur, de très particulier, et l'expérience d'anciens élus politiques au sein du Conseil est probablement difficile à remplacer. Comme vous le voyez, ce vlog, ça vous parle de choses un petit peu compliquées, un petit peu obscures, mais il m'a semblé important de vous expliquer ce qu'il en est réellement du Conseil constitutionnel, afin que vous sachiez que quand quelqu'un essaye d'avoir une lecture politique des décisions du Conseil constitutionnel, eh bien, soit il se trompe, soit il nous prend pour des jambons. Vous le voyez, cette vidéo, ce vlog, c'est assez différent de ce que je fais d'habitude sur Vous avez le droit. Mais bon, les vacances sont propices à changer un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, alors vous aussi, vous pouvez aider la chaîne par vos dons. Ça me permet de continuer de faire des vidéos, même lorsqu'il n'y a pas de sponsor, et que la YouTube Money se fait rare, comme c'est le cas actuellement. Je peux quand même payer le montage, je peux quand même payer les frais divers, les abonnements, le matériel, les déplacements, etc. etc. Mais ceci dit, comme je le répète à chaque fois, ne donnez que si vous le pouvez, sans vous priver. Et si vous aidez la chaîne, eh bien en échange, vous pourrez voir les vidéos de Vous avez le droit avant tout le monde. Il n'y a pas de gag post-générique, contrairement à ce que je fais d'habitude. Si, je peux quand même vous raconter un petit truc, c'est quelque chose que j'ai écrit dans une vidéo qui paraîtra au mois d'octobre, si je me souviens bien. Je dis à Tricotine, ce que tu dis Tricotine, ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. Et puis elle, cette chipie, me répond, normal, il n'y a rien entre les deux pour bloquer le trafic. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et je vous raconterai l'histoire de quelqu'un qui s'est pris 1 000 € d'amende pour avoir dit un gros mot. En attendant, allez regarder l'une de ces 2 autres vidéos. Je suis sûr qu'elles vont vous plaire.